Et donc ce chapitre, il commence par une petite introduction qui s'appelle «La goutte incessante creuse la pierre», qui est une maxime. Et donc dans cette introduction au sujet, la première chose qui vient, c'est ok, ben on va demander aux gens qui ont réussi, qui ont du talent, on va leur demander c'est quoi votre secret, c'est quoi votre truc magique qui fait que vous y êtes arrivé et pas les autres. Et donc quand on demande ça aux gens qui sont les personnes qui ont réussi, qui sont des sportifs d'excellence, des personnes intellectuelles à très haut niveau, etc. La réponse qui vient, c'est les efforts et le sacrifice. Vous voyez, moi j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur mon sport, machin chose. Et donc on a très souvent des discours de gens qui vont dire que bah ouais, ils y ont passé du temps et de l'énergie parce en général, on va chercher les gens qui sont un peu les meilleurs dans leur domaine. Donc évidemment, la réponse c'est que ça doit être pour avoir un très grand talent, il faut travailler. Donc on part un peu de ce postulat et on va dire ok, comment on creuse un peu ce sujet-là, comment on arrive à démêler le vrai du faux. Dans une première sous-partie, on s'intéresse au chemin tordu de l'expertise, aux capacités exceptionnelles. Comment est-ce qu'on peut voir quelle est la part de vérité là-dedans? Et la part de vérité, c'est qu'on va s'intéresser, il y a une expérience qui a montré que, donc si on prend une personne à qui on veut faire passer cette expérience, on lui donne un chiffre aléatoire chaque seconde, et puis on lui demande d'en répéter le plus possible pour voir combien la personne peut en mémoriser. Et donc quand on fait cette expérience-là, on se rend compte que en moyenne, les gens retiennent à peu près 7 chiffres. Et puis cette étude, elle s'est dit, bon bah voilà, on a une base, on sait ce que la personne moyenne peut faire. Maintenant, on va prendre quelqu'un et on va on va pousser cette personne à s'entraîner, donc on va lui donner des exercices, des programmes pour qu'elle s'entraîne, et voir jusqu'où cette personne peut s'améliorer dans ce domaine-là et avoir une meilleure mémoire sur les chiffres, etc. Et donc, cette étude montre que en prenant une personne qui a de base pas des résultats exceptionnels, en y travaillant, on peut arriver jusqu'à 82. Donc 82, c'est quand même assez impressionnant quand on y pense. 82 chiffres retenus aléatoirement, etc. Enfin, moi, ça me semble un peu impressionnant en tout cas. Et donc l'idée, c'est, vous voyez, effectivement, il y a un truc. Avec de l'entraînement, on peut faire des choses incroyables. Et il n'y a pas besoin d'avoir un terreau fertile. C'est pas forcément une question de gène ou quoi. Vous voyez, on a pris quelqu'un de random et... donc on part de là, donc on se dit, bah ok, donc il y a un fond de vrai. Il n'y a pas que du faux dans le fait que le travail, ça permet de s'améliorer à une tâche, à un truc, à une compétence. Et donc de là, on s'intéresse à la neuroscience de l'automation, c'est-à-dire ce qu'elle appelle la magie de la plasticité du cerveau. On va regarder les gens qui sont exceptionnellement doués. Par exemple, on va regarder les personnes qui font du ballet. On se rend compte que ces personnes-là, elles ont plus de degrés de mouvement dans les pieds que les autres. Donc effectivement, on a ce truc de les gens qui font telle chose, et elles ont des capacités qui sont hors du commun, encore une fois. Chez les personnes qui font du ping-pong, on se retrouve avec des poignets plus fins. Chez les Esquimaux, on se retrouve avec une population qui distingue mieux les nuances de blanc, ce qui est directement lié au fait que c'est des gens qui vivent la plupart du temps dans de la neige, etc. Et donc il y a vraiment cette idée que, ok, le corps humain il s'adapte, et en plus de ça, pas que le corps humain, il y a aussi le cerveau. Quand il s'agit de distinguer des nuances de blanc, alors peut-être, je sais pas comment ça se passe explicitement, mais je suis pas sûr que c'est l'œil qui s'améliore plutôt que la partie du cerveau qui s'améliore à interpréter ce qu'elle perçoit via l'œil, quoi. Et donc ça c'est quelque chose qui s'améliore tout au long de la vie. Avant, on se figurait que la mémoire c'était vraiment comment ça marche le cerveau, etc. Et donc au début, on se disait, bon voilà, un neurone c'est une unité de mémoire. Par contre, le problème, c'est qu'on pensait que les adultes créaient pas de nouveaux neurones. Donc vous avez probablement entendu ça quelque part, que à partir d'un certain âge, on crée plus de nouveaux neurones. Ce qui en réalité est prouvé comme faux plus tard, quoi. Donc en 1949, quelqu'un qui s'appelle Donald Hebb, qui montre que la mémoire en réalité c'est pas les neurones mais c'est le renforcement des synapses. Et puis en 1965, Joseph Altman qui montre ce qu'on croyait qui était faux à l'époque, il montre que même les adultes créent de nouveaux neurones.
Donc la plasticité du cerveau, du fait que quand on apprend de nouvelles choses, quand on fait des choses en particulier, on découvre des choses et notre cerveau s'adapte. Par exemple, il est question des zones corticales. Donc les zones corticales, c'est une zone dans le cerveau où, grosso modo, selon la taille de la zone corticale, c'est un peu une idée de la carte de sensibilité d'une personne pour les parties de son corps, notamment que genre, il y a la zone corticale pour les mains qui est très développée chez les humains parce que bah on a un pouce opposable et que du coup on fait beaucoup de choses, enfin, la majorité des choses qu'on fait avec nos mains. Donc on a une grande sensibilité là-dessus, on a une motricité fine, etc. Mais c'est pas uniquement pour les zones du corps, notamment quand on regarde pour les jongleurs, par exemple les gens qui jonglent avec des balles, etc. On se rend compte qu'il y a une zone corticale qui correspond au traitement visuel, et on se rend compte que ces gens-là, ils ont une zone corticale du traitement visuel qui est plus grande que les autres. Donc en général, c'est ce qu'on apprend, ce qu'on fait et notre expertise, elle va modifier notre cerveau physiquement, hein, et notamment ça se voit en particulier dans la zone corticale. Notamment, on voit que chez les violonistes, la zone qui concerne les doigts elle est plus large parce que bah, les violonistes, ou à mon avis ça s'applique tout autant aux guitaristes, aux gens qui font de la musique avec leurs doigts. On voit que, comme je viens de le dire, chez les jongleurs, le traitement visuel, c'est une zone plus large. On voit que les gens qui travaillaient en tant que taxi à Londres, ils ont une plus grande zone qui correspond à la cartographie spatiale. Je pense que c'était d'autant plus vrai à l'époque où il n'y avait pas des GPS partout, mais je pense que ça doit le rester encore maintenant. Et donc on se rend compte que en étudiant ces zones du cerveau, que en l'espace de quelques mois seulement, les gens peuvent apprendre des nouvelles choses et ça va vraiment modifier la zone corticale. Donc en quelques mois, on est capable de modifier physiquement la zone corticale de notre cerveau. Et puis, elle parle de quelque chose qui est vachement intéressant, c'est l'amnésie induite par l'expertise. C'est l'idée que le cerveau, il automatise des processus, mais en automatisant ces processus, on perd certaines notions de comment on les fait. C'est-à-dire que quand vous allez demander à quelqu'un comment il fait telle ou telle chose, bien souvent, la réponse, on ne sait pas dire, c'est genre, bah, je sais pas, je le fais quoi. Si vous devez expliquer à quelqu'un comment marcher, c'est un peu, ça demande un effort intellectuel de décomposer et se dire, attends, il faut que je tende la jambe de telle manière. Vous pouvez pas le décrire sans vous regarder le faire, j'ai envie de dire presque. Et cette automatisation, elle se voit aussi dans des choses comme apprendre à faire du vélo. Vous avez appris une fois, mais maintenant vous n'avez pas besoin d'y réfléchir à chaque fois que vous faites du vélo, quoi. Donc il y a des choses qui sont automatisées que vous savez pas expliquer, dans le sens où votre cerveau il a dit bon voilà, ça on range ça de côté, c'est comme ça. Et donc si tu as besoin de faire ça, tu vas chercher dans cette direction-là, mais t'as pas besoin de savoir comment ça marche, juste tu fais les étapes sans y réfléchir, quoi. On est capable de progresser parce qu'on automatise des choses, mais aussi l'automatisation des choses, ça nous rend un peu ignorants à certains trucs. C'est-à-dire que si vous demandez un conseil à quelqu'un qui est expert dans quelque chose, des fois le conseil il va être trop avancé pour vous et vous allez vous dire mais attends, mais moi je veux la base, j'ai pas envie de savoir comment tu fais tel truc spécifique, quoi. Et donc des fois les personnes les plus adaptées à expliquer comment faire les choses, c'est pas forcément les personnes les plus expertes. Enfin, moi je trouve ça un paradoxe qui est assez amusant, quoi, mais et donc, se pose la question, que dit la plasticité du cerveau sur la genèse de nos talents? Et donc la première chose, c'est la plasticité du cerveau, c'est un truc qui est propre à tous les mammifères a priori. Donc, je sais pas, quand vous voyez un bébé animal qui apprend à marcher, vous voyez que de la même manière qu'un humain, il galère, mais petit à petit il y arrive. Et après, quand vous voyez ce même animal adulte, bah, ça semble évident, entre guillemets, qu'il surréfléchit pas à chaque mouvement, juste il a automatisé des processus, quoi. Alors après, bon, est-ce que ça fonctionne 100% de la même manière? Je ne sais pas. Mais à minima, on se dit que c'est pas hors de propos que effectivement ce soit un truc commun à beaucoup d'animaux, quoi.
Il y a un deuxième point qui est évoqué, c'est que la plasticité du cerveau et cette amnésie induite par expertise, et bah c'est pas que positif. C'est-à-dire que la manière dont c'est amené, c'est de dire il n'y a pas de valeur morale là-dedans. C'est-à-dire qu'on va pas retenir que le bon, on va retenir tout ce qu'on automatise. Si on va direct dans des choses un peu genre le cliché raciste, c'est une automatisation du cerveau. Si on se dit ah oui, je sais pas moi, les Italiens ils ont des moustaches et ils disent mamma mia, et ben c'est un automatisme absurde du cerveau qu'on a intégré. Ces clichés-là, on les a intégrés en se disant voilà, ça se fait sans qu'on le réfléchisse. Si on voit une personne, je sais pas moi, en surpoids, on imagine qu'elle fait pas de sport, et plein de choses comme ça, plein de choses où on tire des conclusions sans vraiment avoir la vraie explication, parce qu'en fait, on a automatisé tous ces trucs-là. Et donc, c'est effectivement pas que des choses positives, c'est parfois des biais cognitifs, parfois juste, j'ai envie de dire, pleinement du racisme, de la misogynie, enfin, des clichés de toutes sortes et autres. Et donc, bah, c'est important de se dire que ces trucs-là, bah, faut savoir les remettre en cause à un moment, parce qu'en fait, c'est pas que des bonnes choses, en fait. Une fois qu'on a appris un truc, bah, si on l'automatise, c'est pas forcément bien. Là-dessus, elle nous dit une mise en garde est toutefois nécessaire. C'est formidable que notre cerveau se développe lorsque nous apprenons à jouer d'un instrument ou à conduire une automobile. Mais il ne s'agit pas que de cela. La capacité du cerveau à changer en réponse à l'expérience est sans valeur morale. Elle va dans tous les sens. La dextérité des mains est belle quand elle permet à un pianiste de maîtriser ses mouvements de doigts, mais elle est désastreuse quand elle augmente la force du coup de poing d'un agresseur homophobe à la gare routière à 2h du matin. La neuroplasticité, c'est aussi apprendre les stéréotypes, les croyances limitantes et les routines paresseuses. C'est aussi apprendre à s'adapter à l'humiliation dans une relation abusive. De plus, et de manière plus pertinente pour notre sujet, la neuroplasticité a des limites et des conditions. Quelques mois de pratique ne garantissent pas la neuroplasticité nécessaire pour faire de chacun de nous un maître des échecs, de la chirurgie cardiaque ou du football. Si nous avons tous cette capacité d'apprendre, d'automatiser nos savoir-faire, de changer, cela ne signifie pas pour autant que nous pouvons tous devenir musiciens ou des musiciens ou des athlètes d'exception. Il faut des milliers d'heures d'entraînement pour prétendre à un podium. Certains sont allés jusqu'à chercher à identifier une moyenne d'heures pratiques qui séparerait les personnes lambda d'une personne qu'on applaudit avec ferveur. Et cela se situerait autour des 10 000 heures. Donc il y a vraiment cette idée qui est de dire alors attention, automatiser un savoir ou un savoir-faire, un savoir-être, un savoir quelconque, c'est pas que bon parce qu'en fait, bah, se pose la question de qu'est-ce qu'on automatise justement quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur dans ce qu'on est en train d'automatiser? Et puis vient l'idée que bah, d'une part, c'est bien de savoir automatiser des choses, ça permet d'apprendre, etc., de s'améliorer, mais ça ne veut pas dire qu'il suffit de passer peu de temps pour devenir expert dans un sujet. Et donc, il faut passer un certain nombre de temps au minimum parce que il y a beaucoup de choses à apprendre pour devenir quelqu'un. Tout dépend de où on met la barre, évidemment. Mais si votre but c'est de devenir champion ou championne de tel jeu vidéo, tel sport, être reconnu dans tel domaine scientifique ou je ne sais quoi, eh ben, il va falloir y mettre du temps. Parce que la barre est haute. Et notamment, elle évoque la théorie des 10 000 heures, donc c'est un truc qui est assez répandu et connu, de dire, bah, si vous passez 10 000 heures à pratiquer n'importe quoi, c'est suffisant pour que vous deveniez expert dans telle ou telle chose. Et donc on va s'attarder un peu là-dessus pour voir à quel point c'est vrai et ou pas vrai cette théorie des 10 000 heures. 10 000 heures des violonistes aux Beatles atteindre l'exceptionnel. Et donc la question c'est de savoir est-ce que 10 000 heures effectivement c'est quelque chose qui fait une différence fondamentale ou suffisante pour dire qui est exceptionnellement bon à telle ou telle chose. Quoi. En 1991,
Anders Ericsson et ses collègues psychologues à la Florida State University se sont rendus à la célèbre académie de musique de Berlin-Ouest en Allemagne pour mener l'enquête la plus approfondie sur les causes d'une performance exceptionnelle. Ils ont utilisé l'évaluation par les professeurs des niveaux de capacité des étudiants, les ont corroborés par des mesures objectives et ont divisé les violonistes en 3 groupes. Le premier groupe était composé d'étudiants exceptionnels, décrits comme super talentueux, soi-disant nés avec des gènes musicaux particuliers. Le deuxième groupe d'étudiants était extrêmement bon, mais pas aussi accompli que les meilleurs. Dans le dernier groupe se trouvaient les élèves jugés les moins capables. Les 3 groupes partageaient des biographies musicales similaires. L'âge auquel les étudiants avaient commencé à pratiquer était d'environ 8 ans. L'âge moyen auquel ils avaient décidé de devenir musiciens pour la première fois se situait juste avant 15 ans. Mais il y avait une différence entre les groupes qui était à la fois frappante et inattendue. Le nombre d'heures consacrées à la pratique sérieuse. À l'âge de 20 ans, les meilleurs violonistes avaient pratiqué en moyenne 10 000 heures. Les bons violonistes 8 000 heures et les moins bons violonistes 6 000 heures. Mais ce n'est pas tout. Cette différence dans les heures de pratique s'est avérée être le seul facteur distinguant les meilleurs des médiocres. Il n'y avait donc aucun gène inné de la musique impliqué dans ce phénomène. Des périodes comparables de préparation et d'entraînement sont essentielles dans divers autres domaines, y compris les mathématiques, la radiographie ou le diagnostic médical. Mais combien d'années faut-il pour accomplir 10 000 heures d'entraînement ? Si on imagine que l'on s'entraîne tous les jours pendant 3 heures, il faut environ 10 ans. Conformément à ces résultats, les athlètes ont besoin d'au moins 10 ans de préparation soutenue pour atteindre des niveaux internationaux de compétitivité. De même, une autre étude conclut au moins 10 ans de préparation sont nécessaires pour la formation de tous les grands compositeurs. Et donc effectivement, il y a une étude qui montre que la différence entre quelqu'un de très 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 talentueux et quelqu'un de un peu moins talentueux, enfin de professionnel mais moins talentueux dans le domaine, ça se joue en termes de pratique. Et donc on se retrouve avec un truc qui est un peu cohérent avec d'autres études qui ont montré que, comme on vient de le lire, en moyenne il faut 10 ans entre le début de la professionnalisation et la peak performance. Notamment quand on regarde des artistes, genre des poètes, des peintres, etc. En général, les gens sont reconnus comme l'âge d'or de telle ou telle personne. Ça se situe très souvent à l'âge des 10 ans après la professionnalisation. Que ce soit dans les domaines de musique, de littérature, de plein de choses, quoi. Et donc assez souvent on retrouve un peu ce truc-là. Alors après c'est pas systématique, hein, mais régulièrement c'est un nombre qui revient, quoi. Et donc on se dit ok, il y a une espèce de cohérence interne là-dedans. Mais se pose alors la question de, effectivement, alors je ne sais pas si on arrive à ça par effectivement dire comment on élimine le biais du survivant ou pas, mais la question c'est quoi la limite de ça ? Est-ce que si on prend quelqu'un de nul et qu'on lui fait faire 10 000 heures d'un truc, est-ce que automatiquement la personne devient douée, quoi ? Il y a un 6e chapitre qui va être pratique délibérée et les limites de l'effort. Qu'en est-il de ceux qui s'exercent mais n'excellent pas ? Pour s'améliorer, il faut qu'il y ait un effort. On revient à cette idée de amnésie induite par expertise. Il y a des fois où on fait les choses en autopilote, entre guillemets. C'est-à-dire que quand vous arrêtez de porter un effort à ce que vous faites, porter un effort et une attention, en réalité une concentration, on en revient à juste un truc automatique. Moi, je sais que je fais beaucoup ça, par exemple, quand il y a certains jeux, genre jouer aux échecs. Je joue pas mal aux échecs, mais j'y joue de manière automatique. Il y a des fois, il y a quelques fois où je me dis je me concentre, j'ai envie de bien jouer, j'ai envie d'apprendre, et donc j'y investis du temps, de l'énergie et de l'attention. Mais il y a aussi beaucoup de fois où je joue purement en automatique, et donc mon cerveau est un peu en autopilote et fait des trucs automatiquement, et je progresse pas en fait quand je fais ça. Ce qui est pas grave en soi, parce que moi je fais ça pour me détendre. Mais ça explique pourquoi on peut aussi passer énormément de temps à faire un truc sans forcément s'améliorer. Parce que juste on le fait comme un loisir sans forcément aller plus loin, quoi. Donc cette idée c'est que via l'automatisation il y a la pratique et la pratique. Je renforce un automatisme, il y a j'apprends de nouvelles choses et je crée de nouveaux automatismes, ou il y a aussi juste je performe un automatisme sans forcément
Je ne sais pas si automatiquement il est renforcé ou pas, mais sans forcément aller plus loin dans l'apprentissage en tout cas, quoi. Et donc, Olivier Houdet, qui est un chercheur en psychologie, dit que, en fait, il y a un arbitrage. Enfin, le moment où on s'améliore, c'est quand on arbitre entre l'utilisation ou pas des automatismes. C'est que, en fait, on fait des micros-améliorations sur plein de choses. On arrive à vraiment progresser et faire des trucs qui semblent impensables à la base, quoi. Par contre, si on joue sans réfléchir, bah, on progresse pas, quoi. On joue, c'est rigolo, c'est bien, mais bon, bah, ou alors on progresse, mais très lentement. Donc Olivier Houdet, qui est chercheur en psychologie, lui, il dit que le moment où on progresse, c'est quand on fait l'effort intellectuel de faire cet arbitrage entre, ok, là j'ai un automatisme qui est en place, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon, est-ce qu'il faut le modifier, est-ce qu'il faut l'améliorer, etc., quoi. Ce qu'il dit, c'est que ces automatismes, ils interviennent régulièrement et facilement, mais on peut être piégé par des pièges perceptifs, des sujets d'émotion. Selon le contexte, c'est plus ou moins facile de tomber dans ces choses-là. Et donc on en est à le truc de, on a deux systèmes de pensée, c'est un peu ça qu'en découle. Il y a un modèle simplifié qui a été développé par Daniel Kahneman, qui est un psychologue, et il dit, donc on a deux systèmes, il y en a un qui est rapide, intuitif et émotionnel, donc c'est les automatismes, et il y en a un qui est lent, réfléchi et logique, et c'est la pensée conscientisée, grosso modo, quoi. Et donc ce système S1, donc ce système rapide, intuitif, émotionnel, il gère tout, et en réalité, une fois de temps en temps, il y a le système 2, donc qui est la réflexion pure, qui prend le relais et qui vérifie que le boulot est bien fait. C'est pour ça que assez facilement, on peut avoir des pensées parasites, des biais, enfin ça vous est certainement arrivé de penser une blague un peu con et vous dire ah non attends là c'est déplacé, c'est pas le moment de dire ça. D'avoir des mouvements pas adaptés à telle ou telle chose et de vous dire attends mais faut que je réfléchisse à ce que je fais. Et des fois alors c'est pas tout le temps, c'est pas souvent, mais des fois il y a des moments où c'est vraiment un peu flagrant ce point de vue de ah oui je me rends compte que j'allais faire un truc par automatisme et qu'en fait là c'est pas ok, quoi. Qu'avant que ce modèle soit créé, avant ce qu'on pensait, c'est que c'était la différence entre être adulte et être enfant. Ce qui est un peu con hein, quand on y réfléchit maintenant. Être adulte, c'est quand le système réfléchi est mis en place. C'est un peu l'idée de la maturité. Parce que quand on est enfant, on est plus proie à nos émotions, nos biais subjectifs, etc. Et donc, l'idée avant, c'était de se dire, bon, voilà, les enfants, c'est des êtres humains un peu imparfaits qui sont un peu animalisés et qui suivent des instincts, et les adultes, c'est des gens qui se sont un peu libérés de ces instincts et sont capables d'avoir une réflexion qui contrôle ça, quoi. Donc Olivier Houdet, dont on parlait juste avant, qui est chercheur en psychologie, lui ce qu'il dit, c'est que ce qu'il faut, c'est travailler sa résistance cognitive. Et c'est apprendre à douter et à remettre en question nos automatismes. C'est ce qu'on appelle la métacognition. Donc méta, c'est appliqué enfin, c'est méta quelque chose c'est un processus en général, et c'est appliquer ce processus à lui-même. Et donc métacognition, c'est réfléchir à comment réfléchir. Là, elle nous parle notamment de Spinoza, hein, qui est un philosophe, et qui dit, bah, c'est ce que Spinoza appelle la liberté, c'est la capacité de revenir sur nos apprentissages, la capacité de se dire il faut que je m'améliore dans telle ou telle chose. Ce truc de métacognition, c'est vraiment il faut que j'arrive à m'améliorer, à penser un peu contre moi-même pour être capable de remettre en question des choses qui semblent évidentes. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on apprend et que petit à petit on se dit ah bah oui c'est évident, et que quand on les apprend en étant petit, ça allait pas tant que ça. Je ne sais pas moi, les biais patriarcaux de la société, quand vous voyez un enfant il va vous poser des questions de l'ordre de pourquoi les garçons ils mettent pas de robe et les filles elles peuvent mettre des robes. C'est parce que c'est des choses que les enfants n'ont pas encore intégré, ces codes sociaux patriarcaux.
Et donc, c'est pas encore un automatisme pour elle et eux, et donc se disent, mais attends, mais c'est pas normal. Et alors que pour nous, ça semble une évidence. Et donc, cette métacognition, c'est capable de remettre un peu le truc en question et de dire, ah mais attends, pourquoi en fait? Pourquoi ce truc-là qui semble une évidence, pourquoi moi je mettrais pas une robe en fait si ça m'éclate? Et donc, ça permet de remettre en question des normes, des pensées préconçues, etc., quoi. En 1995, le chercheur en psychologie de l'éducation Karl Beretzer et son équipe ont identifié 3 types d'apprenants qui adoptent spontanément des objectifs différents. Les apprenants ayant des objectifs de performance se concentrent sur la réalisation des tâches d'apprentissage. Les apprenants ayant des objectifs de maîtrise se concentrent sur des objectifs d'apprentissage manifeste, utilisant des connaissances de base pour s'aider à comprendre le matériel didactique, mais n'utilisant pas le nouveau matériel pour restructurer les connaissances antérieures. Les apprenants ayant des objectifs de construction de connaissances s'attachent à aller au-delà du matériel dans la poursuite d'objectifs d'apprentissage plus larges, en utilisant le nouveau matériel pour restructurer les connaissances antérieures afin de comprendre le nouveau matériel. Aux violonistes de l'Académie de musique de Berlin, les meilleurs interprètes n'avaient pas pratiqué plus d'heures en soi que les moins bons violonistes. La différence résidait plutôt dans le nombre d'heures consacrées au type de pratique qui, selon les violonistes eux-mêmes, était la plus propice à l'amélioration. Ils avaient des objectifs de maîtrise et d'apprentissage, les autres des objectifs de performance. Mais donc il y a l'idée qu'il y a des gens, ils vont travailler sur qu'est-ce que cet apprentissage-là, il peut m'apporter partout ailleurs aussi. Par exemple, si vous avez fait un peu de maths, normalement, tout le monde voit ça au collège ou au lycée, je crois. Jusqu'en primaire, on vous dit les nombres négatifs, ça n'existe pas. Et puis après, on vous dit, en fait, il y a des nombres négatifs. Il y a des gens chez qui on va dire, bon bah voilà, vous vous rendez compte, en fait, maintenant, on vous dit que dans ce contexte-là, on peut faire des nombres négatifs. Les apprenants ayant des objectifs de performance se concentrent sur la réalisation de tâches d'apprentissage. C'est-à-dire que quand on va leur apprendre ça, ils vont s'attacher à être capables de faire les exercices que le ou la professeur leur donne. Par contre, ceux qui ont des objectifs d'apprentissage, elles et eux vont se concentrer sur ok, maintenant les nombres imaginaires ça existe, qu'est-ce que ça veut dire, comment je l'applique à autre chose, et l'enjeu ce ne sera pas bien réussir au contrôle, ce sera comprendre le processus, savoir comment ça peut s'appliquer ailleurs, c'est quoi l'intérêt, etc. On voit une différence entre ces deux types de personnes qui ont un rapport différent à l'apprentissage. Il y a à ce niveau une différence cruciale à considérer. Les objectifs d'apprentissage sont accompagnés par une attitude positive envers les erreurs, une attitude qui les traque, les analyse et les utilise comme instruments pour avancer. Nous avons souvent peur de nous tromper, mais ce que nous pouvons ignorer, c'est que notre cerveau est câblé pour faire bon usage des erreurs. Les recherches en neurosciences ont en effet montré que celui-ci ne déteste pas simplement l'erreur, mais qu'il est équipé de systèmes de correction automatique, d'adaptation du comportement et de la pensée qui intègrent la notion d'erreur pour produire une grande flexibilité de performance. Il y a quelques décennies, les neurobiologistes qui ont enregistré l'activité électrique du cerveau, chez le singe d'abord puis chez l'homme, en ont découvert que certaines régions cérébrales émettent des signaux d'erreur lorsque l'on se trompe. Cette sorte de voyant lumineux qui indique l'erreur apparaît 80 millisecondes seulement après que celle-ci s'est produite. Ce signal d'alerte nous permet éventuellement d'arrêter une action et, si le temps le permet, de corriger le tir. Donc là, on retrouve que ce que je disais avant, c'est ces cas où il y a l'automatisme qui s'enclenche et très vite, il y a un truc dans votre cerveau qui se dit « Ah merde, non, faut pas faire ça ». Et c'est là où on a le plus conscience, entre guillemets, il y a un automatisme et on passe par-dessus. C'est on se dit « Ah oui, il y a une erreur, faut faire gaffe à ça, on peut corriger, quoi ». Et notamment, ce qui est dit un peu plus haut, qu'on n'a pas encore commenté, c'est que il y a une approche différente par rapport au fait de faire des erreurs. Et c'est un truc qu'on entend souvent dans le développement personnel de rater, essayez jusqu'à ce que vous réussissez, fake it until you make it, tous ces trucs-là, qui sont un peu des trucs mi-bullshit, mi-vrai, en fait, parce qu'il y a une vérité scientifique derrière ça. Mais c'est aussi bullshit parce qu'on va le voir, il y a quand même des choses à nuancer, quoi. Je veux dire,
suffit pas de... Et c'est vraiment tout le sujet du chapitre, hein, il suffit pas d'essayer pour y arriver, quoi. Il y a un moment, il y a des choses un peu plus limitantes qu'on peut pas forcément dépasser tout le temps. Mais il y a quand même, c'est quand même important d'avoir ce rapport à l'erreur, à l'apprentissage. Et on voit chez les gens qui ont un rapport à est-ce que c'est grave ou pas de se tromper. Et très souvent, les gens pour qui c'est grave de se tromper vont avoir une tendance à moins être aptes à s'améliorer là-dessus, quoi. Donc ce signal d'alerte nous permet éventuellement d'arrêter une action et, si le temps le permet, de corriger le tir. Il nous ralentit et nous permet ainsi d'augmenter le contrôle exercé sur nos propres décisions pour favoriser les réussites futures. Quand nous hésitons et que nos gestes ralentissent, c'est le signe que notre cerveau a détecté que quelque chose ne tourne pas rond. Ce que notre cerveau détecte, ce sont des écarts par rapport à ses attentes. Ce sont donc des erreurs de prédiction et celles-ci peuvent aller dans les deux sens. S'il y a peu de temps, une de mes amies travaillait l'oud dans mon salon. Cet instrument de musique à cordes pincées très répandu dans les pays arabes. Quand elle se trompe de note, je vois son visage se crisper. Le résultat de son geste est allé à l'encontre de ses attentes. Son cerveau détecte là une erreur dans son schéma de prédiction. Et c'est justement cette erreur de prédiction qui va s'imprimer dans ses neurones et déboucher sur un changement de comportement et un véritable apprentissage. Au bout de plusieurs essais, la mélodie s'enchaîne jusqu'à l'erreur suivante. Ses connaissances sur le fonctionnement cérébral incitent à réintroduire l'erreur et son observation attentive au cœur de l'enseignement. Comme une odeur suspecte qui nous signale qu'une bouteille de lait est périmée ou un bulletin météo qui nous pousse à adapter notre tenue. L'erreur est une information aussi pertinente qui nous permet d'apprendre, dès les premières fractions de notre action, de changer efficacement nos modes de réponse et d'adapter notre stratégie. L'apprentissage, ça se fait par une intention pratique. Il y a vraiment cette notion de... on porte un effort d'attention à ce qui se passe, à ce qui se dit, à ce qu'on est en train de faire, et cette capacité à rectifier une erreur, quoi. Est-ce que quand on veut, on peut est-ce que va falloir rediscuter ça, quoi? Est-ce que vraiment, au final, c'est pas juste se dire tu prêtes pas assez d'attention, tu fais pas assez d'efforts, tu passes pas assez de temps? Parce que effectivement, on voit ce truc que en y passant du temps, en y investissant les efforts et l'attention, on peut s'améliorer sur plein de choses. Et donc, on vient à un autre chapitre qui va être la fin du mythe des 10 000 heures. Donc, on va être un peu démystifier ce truc-là. Et donc, sortir de ce truc, oui, il suffit de passer du temps pour s'améliorer, quoi. En vérité, ce qu'elle dit, c'est que la pratique délibérée, donc cette pratique des 10 000 heures, de dire, pour m'améliorer, il faut que je pratique pendant 10 000 heures pour que je puisse m'améliorer et faire des choses. Mais en réalité, cette pratique, elle a besoin d'erreurs. Et pour faire des erreurs, avoir des opportunités d'apprentissage. Et en fait, c'est là où on se rend compte que dans ces 10 000 heures, il faut la chance, entre guillemets, d'avoir le moment où on rencontre telle ou telle erreur pour pouvoir s'améliorer et mettre en pratique une remise en question de notre mode de fonctionnement. Et donc, il y a une notion un peu de chance, entre guillemets. C'est-à-dire que si le talent que vous essayez d'exercer, il repose sur un truc un peu aléatoire, on joue au tarot, à la belote ou à je ne sais quoi, et en fait, pour s'améliorer, soit on a des cours, soit on pratique. Si on a des cours, on a un moyen cadré, etc. Et donc, on va voir chapitre par chapitre ce que les gens ont déjà théorisé. Par contre, si on cherche à s'améliorer par la pratique, ce qui est un peu l'idée derrière quand on veut, on peut, quoi, parce que en fait, il n'y a pas une théorie pour tout et rien, quoi. Donc, il y a des choses qu'il faut pratiquer et apprendre sur le terrain, entre guillemets. Et donc, si on s'améliore par la pratique, on va faire des parties et des parties et des parties, et on va avoir des cas qui vont se reproduire. On va dire, en y réfléchissant, là j'ai joué ça, mais ça aurait été plus malin de jouer ça ou autre chose. Et c'est un truc qu'on voit souvent chez les gens qui ont une pratique à but de s'améliorer dans un jeu, un sport, etc. Il y a toujours un peu ce truc de refaire le match derrière. Quand on refait le match, on se dit, ah oui, là j'ai joué ça, j'aurais dû jouer ça, mais pourquoi, comment j'aurais pu deviner telle ou telle chose. Il y a cette idée de, plus on fait de parties, plus on a ces opportunités d'apprentissage, et il y a quand même une notion de chance, entre guillemets, de, si vous rencontrez jamais ce cas qui vous permet de réfléchir à comment s'améliorer, vous n'allez pas pouvoir vous améliorer. Donc en fait,
la pratique délibérée, elle a besoin d'erreurs qui ne sont pas garanties d'arriver. Et selon la chance, entre guillemets, qu'on a ou pas, on va pouvoir rencontrer tel ou tel cas de figure, mais ce cas de figure va permettre de s'améliorer dans ses compétences ou pas. Et donc, les 10 000 heures, on peut dire oui, c'est une condition pour y arriver, mais en réalité, c'est pas suffisant, c'est pas une condition, c'est une condition peut-être nécessaire, mais pas suffisante.